Voici la plus grande imprimante 3D métallique du monde. Construite par Relativity Space, une start-up qui veut imprimer une fusée complète, réservoir et moteur compris, en seulement 60 jours. J'observe l'intérieur d'une fusée 3D qui ira dans l'espace. Ce métal géant est incroyable. Les soudures les dégagent de beaucoup d'ultraviolets. Tu peux filmer, mais évite de regarder directement. Tu attrapes vite des coups de soleil, c'est comme entrer dans un volcan. D'accord, on va entrer voir l'imprimante 3D et voir comment elle fonctionne. D'accord, tiens-le seulement, ne le regarde pas. Nous sommes dans l'imprimante. Je peux le voir là-bas. Si on fait le tour par ici, on peut s'approcher de près. Donc, c'est le fil qui fond et la tête d'impression qui se déplace, donc c'est la décharge de plasma. Et c'est difficile à voir, mais il se passe des choses toutes les quelques millisecondes. En fait, cela modifie la forme d'onde électrique et c'est ainsi que le dépôt est contrôlé aussi efficacement. Tu connais ta température? C'est juste au-dessus de celle de fusion? C'est juste au-dessus du point de fusion de l'aluminium, oui, probablement quelques centaines de degrés au-dessus. Le point de fusion de l'aluminium est de 660 degrés Celsius, donc tout le corps de la fusée est effectivement soudé ensemble, petit morceau par petit morceau. Tout le métal brut de la fusée imprimée, c'est ça. Tu vois, on plaisante un peu en disant que c'est comme la toile de Charlotte, comme de la soie d'araignée, mais en réalité, c'est un alliage d'aluminium enroulé sur une bobine de fil. En fait, on imprime à environ 10 pouces par seconde, donc ce fil va vraiment très vite. Et ensuite, la combinaison des lasers et de la décharge à arc plasma fonctionne pour faire fondre les deux en même temps. Alors, où sort le fil? Il est juste là. Ensuite, la décharge par arc électrique a aussi lieu à l'extrémité du fil. C'est une caméra? Oui, c'est une caméra. Pourquoi veux-tu imprimer une fusée en 3D? Est-ce juste parce qu'on en est capable? C'est amusant que tu aies pensé que l'impression 3D représentait clairement l'avenir après ton expérience. Alors que j'ai l'impression que, pour beaucoup de gens, et c'est aussi mon cas, l'expérience avec les imprimantes 3D est incroyablement frustrante. J'ai l'impression que l'impression 3D paraît géniale, mais à chaque essai, le résultat ne me satisfait pas. Oui, je sais. Je peux te dire que pendant les premières années, on a eu plein d'expériences où on s'est retrouvé avec un tas de métal et ça ne marchait pas. Il existe de bonnes raisons d'imprimer une fusée en 3D. Une fusée a 4 systèmes principaux: la charge utile, le guidage, la structure et la propulsion. La plus grande partie de la fusée est composée du système de propulsion, incluant réservoirs et moteurs. Le carburant et l'oxydant cryogénique sont pompés via un injecteur dans la chambre de combustion où ils réagissent et libèrent beaucoup de chaleur. Cela provoque l'expansion des gaz d'échappement qui sortent de la tuyère de la fusée à grande vitesse. Plus la vitesse d'éjection et le débit massique sont élevés, plus la poussée générée augmente. Les fusées sont donc de grands projets d'ingénierie, jusqu'ici surtout réalisés avec des techniques traditionnelles. Cela signifie qu'avant de pouvoir construire la fusée, il faut d'abord fabriquer les outils pour construire la fusée. Par exemple, pour construire la prochaine immense fusée de la NASA, le Space Launch System, ou SLS, ils ont d'abord dû ériger le centre d'assemblage vertical, ou VAC. Cet outil de 52 mètres sert à souder les dômes, anneaux et sections cylindriques des réservoirs de la fusée. Ils l'ont conçu comme un équipement aérospatial, créant et validant d'abord tous les outils sur mesure avant de construire la fusée. Et ils en ont enfin un en cours d'assemblage sur le pas de tir après 11 ans de développement. Relativity Space, âgé de 5 ans et demi, prévoit de lancer sa première fusée cette année. Je vois ça comme un style d'ingénierie à l'ancienne contre le style Silicon Valley. Construire quelque chose, voir ce qui ne va pas et construire autre chose qui corrige ces problèmes. Non? La différence, c'est que je l'ai toujours fait avec des logiciels. Ces gars-là travaillent avec du matériel aérospatial. Ceci est la véritable structure du réservoir de la fusée que nous allons lancer en orbite à la fin de cette année. Cet objet réel sera lancé dans l'espace. Cela ira dans l'espace? Ceci ira dans l'espace, et c'est de loin le plus grand produit imprimé en 3D vraiment de tout type, jamais fabriqué et qui va voler. Je crois que c'est sans doute le plus grand du monde. On voit toujours les couches, ça semble encore imprimé en 3D. Oui, on voit encore les couches.
Ça n'ajoute que 5 à 10 de masse en plus avec la rugosité. Lorsqu'on réalise une coupe transversale du matériau et observe les parties usinées, cela ressemble à du métal classique. En fait, à cette extrémité aussi, c'est imprimé puis usiné après. Donc, ça ressemble à du métal normal dans les sections de jonction. La rugosité de surface provoque-t-elle des soucis aérodynamiques? Non, pas du tout. Oui, en fait, c'est exactement la même chose sur le plan aérodynamique. Tout ce processus, nous simulons l'impression avant d'imprimer, parce que si vous imprimiez simplement, vous savez, le fichier 3D et que vous appuyez sur imprimer, vous obtiendriez une pièce déformée avec du matériau qui tombe partout. Ça ne fonctionnerait pas vraiment. Donc, nous avons inventé un logiciel qui déforme la pièce à l'envers avant de l'imprimer, de sorte que les robots fabriquent en fait une forme vraiment ondulée et bizarre, mais au final, c'est parfaitement droit, à l'épaisseur d'un cheveu humain sur toute la longueur. En refroidissant, la pièce se redresse. Et nous simulons tout ça. Donc, c'est un grand solveur computationnel qui le modélise et il y a beaucoup d'autres problèmes que nous avons dû résoudre pour réussir à imprimer une fusée. Mais ce sont toutes ces petites étapes accumulées au fil des dernières années. Et là, nous avons vraiment commencé à atteindre des percées. C'est aussi pour ça que maintenant, tu peux voir une fusée entière. Oui, tu peux même monter ici si tu veux. Oui, vas-y. Bonjour! Je suis en train de regarder à l'intérieur d'une fusée imprimée en 3D qui va réellement aller dans l'espace. Oui, Ce gigantesque morceau de métal, c'est incroyable. ouais. Il y a comme des anneaux à l'intérieur. Ce sont des raidisseurs imprimés et donc ils aident à empêcher la fusée de se plier et de s'écraser. Donc, si tu prends une canette de coca sans avoir ouvert la languette et que tu essaies de marcher dessus, c'est quasiment impossible parce que la pression à l'intérieur l'empêche de s'écraser. Mais dès que tu ouvres la languette, il n'y a plus de pression et tu peux l'aplatir très facilement sans effort. Eh bien, les fusées, c'est pareil. La pression de 50 psi, à peu près la même qu'un pneu de voiture, les maintient gonflés et les empêche de se froisser. Ensuite, il y a aussi les raidisseurs qui aident à les garder rigides. Oui, et crois-le ou non, la paroi d'un réservoir de fusée est en réalité plus fine par rapport à son diamètre que celle d'une canette de coca. Donc, quand tu regardes une canette de coca, tu vois sa taille et à quel point elle est fine. Eh bien, un réservoir de fusée est en fait encore plus fin que ça. Oui, c'est vraiment très léger, ça doit l'être. Bien sûr. Les entreprises aérospatiales utilisent l'impression 3D métallique depuis plus de 10 ans pour produire de petites pièces complexes comme l'injecteur. C'est la partie la plus importante de tout moteur de fusée, là où on prend le propergol liquide et on le transforme en une fine brume qui se mélange très rapidement. Et ces pièces ont en fait été transférées à l'impression 3D dans toute l'industrie. Traditionnellement, un injecteur de moteur de fusée mélange l'oxygène liquide et le méthane liquide, produisant le feu du moteur. Cela nécessitait plus de 1000 pièces et 9 mois de fabrication. Ici, nous l'imprimons en 3D en une seule pièce, en 2 semaines pour 10 fois moins cher. L'un des grands avantages de l'impression 3D est la réduction du nombre de pièces. Avez-vous déjà pensé au fait qu'à l'intérieur de la chambre de combustion d'une fusée, il fait vraiment très chaud, jusqu'à 3500 Kelvin? C'est assez chaud pour fondre presque tout métal. Pourquoi la chambre de combustion et la tuyère de la fusée ne fondent-elles pas? Eh bien, la réponse est qu'ils sont refroidis en faisant passer les propergols cryogéniques sur eux. J'adore parler des moteurs principaux de la navette spatiale, car leur intérieur est assez chaud pour faire bouillir du fer. À l'extérieur, on peut congeler des objets sur la surface parce qu'on fait circuler de l'hydrogène liquide à travers ces éléments. Mais pour fabriquer cela, il fallait essentiellement prendre des milliers de très petits tuyaux, puis les former selon la forme de la chambre de combustion et de la tuyère, puis les souder ensemble. C'était une tâche incroyablement laborieuse. Il y avait 1080 tuyaux individuels qui montaient sur le côté, tous devant être soudés ensemble pour fabriquer la chambre de combustion et la tuyère des moteurs de la navette spatiale. Maintenant, on peut en fait imprimer ces éléments en 3D. Voici une tuyère de fusée en cours d'impression 3D. On voit les canaux pour les propergols cryogéniques imprimés directement dans la pièce unique, au lieu d'avoir à ajouter 1000 tuyaux à l'extérieur. Les petites pièces comme celle-ci sont souvent imprimées en 3D avec de la poudre métallique et des lasers. Vous pouvez donc voir que les canaux de refroidissement sont tous fabriqués en une seule pièce, donc ceci est une tuyère.
En fait, la machine dépose simplement une couche de poudre qui fait environ un 20e de l'épaisseur d'un cheveu humain. Donc, ce sont vraiment des couches très, très fines, encore et encore, sans relâche, pendant probablement une semaine environ. Puis, il en sort une tuyère de fusée entièrement imprimée en une seule pièce. C'est beaucoup moins cher que la méthode traditionnelle et ici, il y a 4 lasers qui fonctionnent en même temps. C'est incroyable. On me demande souvent, les métaux imprimés en 3D ne sont-ils pas moins solides ou comment ça peut vraiment marcher? Mais en réalité, les matériaux imprimés sont plus solides qu'ils ne le seraient s'ils étaient fabriqués de manière traditionnelle. C'est contre-intuitif, mais c'est parce que C'est vrai. nous avons une équipe dédiée à la création de nos alliages sur mesure pour l'impression 3D développée en interne par nos experts en sciences des matériaux. Et le fait que ça fonde, puis refroidisse et se solidifie très, très rapidement, on peut profiter de ce principe physique pour obtenir des alliages vraiment solides. L'impression 3D offre aussi une itération rapide. Vous pouvez fabriquer, tester et réimprimer rapidement une pièce. Donc, voici une version du moteur qui a environ 3 ans à ce stade. Mais ce qui est incroyable, c'est que lorsque vous regardez réellement la conception du moteur aujourd'hui, elle est totalement différente de celle-ci. À chaque version, nous pouvons itérer et améliorer le produit. Donc ça, c'est l'autre aspect. Et quand on parle de fabrication pilotée par logiciel, c'est exactement ça. Puisqu'il n'y a pas d'outillage fixe, toutes les géométries des pièces sont simplement contrôlées via le modèle conception assisté par ordinateur et ensuite les imprimantes impriment directement à partir du fichier, essentiellement. Vous pouvez ainsi modifier la conception très vite. Construire un moteur complet prend environ 1 mois. Donc, 1 mois plus tard, vous pouvez faire une meilleure version et 1 mois après, une version encore meilleure. Donc, celui-ci sera en fait, je crois, l'un des premiers de moteurs de vol qui sera réellement lancé en orbite sur notre première fusée. Donc ce tuyau n'est pas imprimé en 3D, n'est-ce pas? Pas aujourd'hui, mais dans les versions futures, en fait, nous allons intégrer cela dans les boîtiers imprimés et nous aurons un moyen pour que tout cela soit aussi imprimé. Peut-être que le plus grand impact de l'approche de l'impression 3D pourrait être de transformer totalement l'apparence d'une fusée. L'impression 3D permet aux ingénieurs de créer des pièces impossibles à réaliser avec les méthodes traditionnelles. Les designs lisses, courbés et inspirés de la nature sont aussi faciles à imprimer que les structures ordinaires. Ceci fait partie de Terran Air, notre prochaine fusée, donc c'est encore plus grand. C'est la base d'un réservoir. C'est la base d'un réservoir? Ouais, ça va bientôt sortir, l'impression est presque finie. Ça fera 16 pieds de diamètre, presque comme une coque. J'allais dire, ça me rappelle soudainement qu'on est dans La Petite Sirène ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, c'est juste pour la rigidité. Tu ne t'inspires pas du vivant. Cette structure est simplement optimale. En fait, nous concevons de nombreuses caractéristiques dans la fusée qui ne pourraient pas être fabriquées autrement qu'en impression 3D, ce qui est l'un des secrets de pourquoi il fallait créer toute une entreprise autour de ça. C'est parce que notre fusée a vraiment une apparence totalement différente en impression 3D qu'avec les méthodes traditionnelles. Pour moi, c'est comparable au passage d'un moteur à combustion à un moteur électrique. Depuis des décennies, on tente d'intégrer batteries et moteurs électriques dans des produits existants. Tout le monde savait que les véhicules électriques étaient l'avenir, mais Nissan et Ford n'avaient vraiment pas de produits convaincants pendant longtemps. Ce n'est que lorsqu'une entreprise est arrivée, Tesla, qu'on a décidé que, en fait, le passage à l'électrification changeait tout. Les batteries, les moteurs électriques, l'usine, la conception du produit, la façon de faire grandir l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement, tout est différent à cause de l'électrification. Je veux dire, c'est en quelque sorte le secret inavoué des voitures électriques et la raison pour laquelle elles peuvent être automatisées dans la production parce que le nombre de pièces est tellement plus faible. Donc, pour une fusée entièrement imprimée en 3D, nous avons 100 fois moins de pièces. C'est vers cela que nous nous dirigeons. Il n'y a absolument aucun outillage fixe dans notre usine, contrairement au reste de l'aérospatiale qui, même 60 ans après Apollo, continue de fabriquer des produits un par un à la main avec des centaines de milliers à des millions de pièces individuelles. Et personne n'a vraiment changé ce paradigme sur la façon dont une usine aérospatiale fonctionne fondamentalement. Oui, ça, c'est la nouvelle fusée entièrement imprimée en 3D. Donc oui, on aura des structures du type aile de libellule et on est encore en train de la construire, mais ça, c'est la première et celle-là, c'est pour l'échelle. Donc oui, elle est clairement plus grande. Notre fusée s'appelle Terran 1 et Terran Air et notre imprimante 3D s'appelle Stargate.
En fait, toutes les choses chez Relativity portent des noms tirés de StarCraft. Donc, bien sûr, l'imprimante Stargate, c'était ce que les Protoss utilisaient pour téléporter des vaisseaux, et c'est exactement ce qui téléporte des fusées chez Relativity. Nous avons un système dans notre avionique appelé pylône que nous devons construire en grande quantité, donc on plaisante toujours en disant qu'il faut construire des pylônes supplémentaires. La plupart des gens ne savent absolument pas comment une fusée est construite de façon traditionnelle, de toute façon. Et je pense que beaucoup s'imaginent que puisqu'il s'agit de fusées, ça devrait déjà être ultra avancé, avec des robots partout. Et puis, comme Elon a SpaceX et Tesla, ils se disent, est-ce que SpaceX ne ressemble pas simplement à Tesla, avec plein de robots et d'automatisation? Ce n'est pas le cas. L'aérospatiale n'a pas adopté l'automatisation. L'un des problèmes, en effet, c'est que vous ne fabriquez pas beaucoup de fusées. C'est ça? Donc il n'y a aucune incitation à trouver comment équiper une usine pour produire des fusées à la chaîne, comme 100 par jour ou quelque chose comme ça. Exactement. Comme on le ferait pour des voitures, toi. Exactement. Vous n'en fabriquez pas beaucoup. Même avec les avions commerciaux, vous n'en fabriquez pas autant. La quantité de pièces et la complexité sont bien supérieures. Un avion commercial possède plusieurs millions de pièces individuelles. Assembler des millions de pièces par des robots, alors qu'une voiture n'en a que des dizaines de milliers, c'est très différent. C'est un problème plus complexe. L'impression 3D automatise l'aérospatiale, car vous n'assemblez pas toutes ces pièces avec des robots comme pour une voiture. Vous les assemblez dans le fichier 3D, puis l'imprimante les imprime déjà assemblés. Le projet de Relativity Space, est-ce pour l'orbite terrestre basse ou est-ce que ça va plus loin que ça? Donc pour Terran One, c'est principalement l'orbite terrestre basse, la première fusée. Terran Air peut transporter une charge utile vers la Lune ou Mars, c'est énorme. J'ai créé l'entreprise car je pensais qu'il fallait de nombreuses entreprises pour rendre Mars accessible. Nous nous concentrons sur l'utilisation de cette technologie d'impression 3D et de ce que nous appelons l'usine du futur, et un jour, nous la réduirons à quelque chose que nous lancerons réellement vers Mars pour y construire une base industrielle. La vision à long terme de l'entreprise est de créer une base industrielle sur Mars. À bien des égards, cette usine n'est qu'un prototype. Elle est encore bien plus petite qu'une usine traditionnelle. Elle est beaucoup plus légère. Je pense qu'il est inévitable que quelqu'un doive créer cette entreprise. Je ne sais pas si dans 10 ou 20 ans, on imprimera toujours des fusées en 3D, parce que si on en fait voler beaucoup, il devient moins coûteux d'avoir une machine dédiée pour ça. Je pense qu'en tant qu'entreprise, ils sont bien placés, même si Terran ne profite pas du marché ou que personne ne veut l'utiliser comme lanceur. Ils sont désormais les experts mondiaux de l'impression 3D pour fusées, ayant tout fait correctement et appliqué la 3D là où d'autres l'avaient écarté. Je pense donc qu'ils sont assez sûrs. Verra-t-on toujours des fusées 3D? C'est une bonne question. On a beaucoup parlé récemment des milliardaires qui vont dans l'espace. Oui. Une fusée 3D rendra-t-elle l'accès à l'espace bien plus abordable? Pour moi, Oui. Je veux dire, ce que nous faisons, c'est certainement réduire les coûts. Donc, nos fusées coûtent environ 5 fois plus, mais je pense qu'avec une fusée entièrement réutilisable, on peut arriver à un coût 10 voire 100 fois inférieur à ce que l'on a aujourd'hui. Cela peut donc réduire la courbe des coûts. Mais je pense aussi que, vous savez, aller sur Mars et les premières personnes qui iront, c'est vraiment une question de savoir quel est le sens d'être un être humain. Pour moi, la raison d'aller sur Mars, c'est que si nous avions cette conversation et qu'1 million de personnes vivaient sur une autre planète, je pense que cela élargirait les possibilités de l'expérience humaine et ce que cela signifie d'être une personne. On aurait des chaînes YouTube sur Mars et des gens partageraient à quoi ressemble la vie sur Mars par rapport à la Terre, et il y aurait des histoires d'amour à longue distance comme Amélie. Je pense qu'il y a énormément de richesse dans ce que la culture et la société humaine peuvent représenter. Oui, je pense qu'il y a des critiques sur les milliardaires qui vont dans l'espace et je ne suis pas d'accord avec tout, mais tous les projets doivent vraiment contribuer à une vision qui a du sens. Je pense que c'est important, mais partir sur Mars est surtout lié au fait que nous avons vécu des générations sur Terre, alors quel en est le sens? Pourquoi? Pourquoi voulons-nous continuer à nous améliorer, à progresser et à faire avancer la société sur Terre? Pour moi, c'est surtout existentiel, ce que signifie être humain.